Bonjour, merci à tous. Alors, c'est assez compliqué de préparer une rencontre avec Jean-Pierre Vincent, puisque il y a tellement d'œuvres, ça se compte en dizaines tout de même, sur 57 années de théâtre. Donc, ce que je propose, c'est de manière un peu arbitraire, et puis on verra où ça nous emmène et si on bouge au fur et à mesure, c'est de prendre quelques dates ou quelques créations qui jalonnent ce parcours et cette œuvre, et qui ont, me semble-t-il, alors c'est très subjectif, peut-être qu'on en choisira d'autres d'ailleurs en avançant, qui sont emblématiques, soit d'une certaine manière de travailler, de penser la création, ou qui ont été des dates importantes dans l'histoire du théâtre de ces dernières décennies. On va commencer presque par le commencement, et en plus ça a trait à la Bourgogne, qui est ta première mise en scène, qui se fait par ici. C'est un Brecht, c'est en 68. Et comment tu deviens metteur en scène de ce Brecht? Dans quelles conditions tu deviens metteur en scène? Alors, je me lève, hein, parce que vous me voyez peut-être mal, mais moi je vous vois encore moins bien, et j'aime bien voir les gens à qui je parle. Voilà. Donc, tout ça remonte encore à plus avant. J'ai commencé à faire du théâtre un peu par hasard dans mon lycée, à Louis Blanc, à Paris. C'était pas encore le lycée que c'est aujourd'hui, c'était mon lycée de quartier. Aujourd'hui, même si c'était mon lycée de quartier, je n'y entrerais peut-être pas. Et il y avait un groupe théâtral. J'y suis allé un peu par hasard pour suivre un copain. Puis j'y suis resté et je suis là aujourd'hui. C'était en 58. Et l'année d'après, il y a un petit garçon vilain qui est arrivé, qui s'appelait Patrice Chéreau. Puis l'année d'après, un autre vilain qui s'appelait Jérôme Deschamps. C'était un lycée de garçons à l'époque, donc je ne cite pas de filles, puisqu'il n'y avait pas de filles. Le propre de ce groupe théâtral, qui était très sérieux, où nous avons appris la base des choses qu'on a fait toute notre vie, chacun son style, chacun son imaginaire, mais le sérieux devant les textes. Ce n'étaient pas des grands textes d'ailleurs. Ce groupe montait le second tiroir du répertoire, les comédies de Corneille du début, Clitandre de Corneille. Parce que les grands théâtres montaient les grands textes, alors nous on montait les petits textes. Mais des textes formidables, peu connus à l'époque en France, La Cruche cassée de Kleist par exemple. Et La Cruche cassée de Kleist, alors c'est ma première mise en scène au lycée, parce que ce groupe était animé par un professeur de lettres et dirigé artistiquement par des anciens du groupe, c'est-à-dire qu'ils avaient passé leur bac, ils étaient soit en prépa ou en grande école, soit à l'université, et ils revenaient pour mettre le pied à l'étrier de ceux qui arrivaient en seconde ou en première. Et ça, c'était un héritage qui se transmettait de sérieux, quoi, dans la fabrication du spectacle, dans la lecture des textes, etc. Et Chéreau et moi, on est devenus les chefs 4 ans plus tard. Et Patrice avait beaucoup d'avance sur nous tous, parce qu'il venait d'une famille d'artistes, ce qui n'était pas mon cas, qu'il avait eu une vocation très très tôt, avant l'adolescence, de faire du théâtre et même de faire de la mise en scène. Il avait des tas de projets dans des chemises. Le premier spectacle de Patrice, l'année suivante, c'est-à-dire en 63, c'était l'intervention de Victor Hugo. Vous savez, c'est un petit mélodrame savoureux qui se passe dans un taudis d'ouvriers dont la petite fille est morte du croup. Et il y a elle est brodeuse, et alors il y a des nobles qui viennent lui acheter des broderies et qui la draguent et lui est jaloux, ils vont se séparer. C'est une pièce merveilleuse. Et la mise en scène de Patrice était une révélation totale, dans une esthétique totalement redevable au Berliner Ensemble. Bertolt Brecht venait de mourir, hein, et nous étions des fanatiques de l'esthétique du Berliner Ensemble, très liés à Bruegel, à Jérôme Bosch, à toute cette peinture flamande du Moyen-Âge, très matérielle.
Et moi, je me suis, à ce moment-là, je me suis effacé. J'avais fait ce petit spectacle, j'avais monté La Cruche Cassée, et puis j'étais devenu l'acteur, le collaborateur, le dramaturge de Patrice. Ça a duré jusqu'en 68, jusqu'en mai 68, où à ce moment-là, je vous passe les détails, on était à Sartrouville, on était installé, notre compagnie était jointe à la ça s'appelait quoi à ce moment-là? C'était pas une maison de la culture, c'était un centre d'action culturelle, un CAC. Patrice est parti à la fameuse réunion de Villeurbanne en mai 68, où il y avait tous les directeurs de la décentralisation, de la première décentralisation, qui ont fait une sorte de mea culpa révolutionnaire parce qu'ils n'avaient pas assez parlé au non-public. On retrouve ces thèmes aujourd'hui tellement différent et tellement le même. Bon. Il se trouve que Jacques Fournier, que j'ai revu hier soir sous les colonnes, là, était un peu déprimé après Villeurbanne. Donc le collectif, il y avait une troupe permanente, le collectif des acteurs cherchait un metteur en scène. Et il y avait dans ce collectif un grand acteur français qui était Roland Bertin, qui existe toujours mais qui ne joue plus. Il était venu voir tous les spectacles de Patrice. Et il m'avait dit tout le temps, il faut que tu fasses un spectacle, il faut que tu fasses une mise en scène, etc. Et il a dit au collectif, appelez-le. Moi, j'étais parti de Sartrouville, on avait travaillé presque 10 ans ensemble, Patrice et moi, on s'était un peu tout dit, ça allait bien. On ne se surprenait plus, on ne s'apprenait plus rien l'un l'autre, donc j'étais parti. Mais j'étais un peu dans le vide. Donc je suis venu, je leur ai dit les choses auxquelles je pouvais penser, et il y avait une chose à laquelle je pensais, à laquelle ils avaient pensé eux aussi, à cause de la configuration de leur groupe humain, de leurs âges, de tout ça. C'était La Noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht, pièce très peu connue à ce moment-là, mais qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et en plus, je venais en juillet 68, au cours d'un stage à Grenoble, de rencontrer Jean Jourdeuil, qui venait, lui, de Nancy, du théâtre universitaire de Nancy, et nous étions tous les deux à la recherche d'une nouvelle façon d'ouvrir les portes et les fenêtres du théâtre français qui nous semblait une vieille chose, un vieux machin, piétinant sur son air, de trouver vraiment un nouveau discours, quoi. Et puis, très soucieux aussi de la notion de dramaturgie, c'est-à-dire de ce personnage au théâtre, surtout en Allemagne, mais inventé en France par Denis Diderot, qui est aux côtés des artistes pour leur renvoyer une image de pensée, de poésie, de connaissance, pour renforcer, au fond, la fabrication des spectacles. Et on a décidé, Jourdeuil et moi, à ce moment-là, parce que je l'ai re-rencontré à Beaune par hasard. Les hasards, c'est extrêmement important. Dans la vie, il faut savoir les flairer. Voilà. Les chances, c'est très important, il faut savoir s'y agripper. Les gens plus forts que vous rencontrez et qui peuvent vous augmenter, il faut s'y agripper. Et moi, j'ai fait ça toute ma vie. Il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de rencontrer des gens plus forts qu'eux. Moi, pas. Et du coup, je crois que je me suis augmenté. Et que je continue à le faire, en plus. Et donc, on a fait ce spectacle à la rentrée 68, avec Jourdeuil et la troupe du Théâtre de Bourgogne, dont Roland Bertin était parti pour travailler avec Chéreau. Et on a répété à Beaune, parce que le siège était à Beaune, du Théâtre de Bourgogne, à ce moment-là, de Fournier. Et puis, le spectacle était destiné à l'inauguration de la préfiguration de la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, dirigée par Francis Janson, des temps modernes, de Jean-Paul Sartre et tout ça, de la guerre d'Algérie. Bon. Et on a répété à Beaune, et puis alors c'était une salle de 99 places, la salle de la préfiguration de l'Espace des Arts, qui est maintenant à Chalon. Alors je m'étais dit, 99 places à Chalon-sur-Saône, si je me plante,
Personne ne saura. Bon, à Paris, je dois dire. Hein. Et puis on ne s'est pas planté, on l'a joué 250 fois. C'était un très fort spectacle, qu'on a d'ailleurs remonté dans une autre mise en scène en 1973, avec un autre décor, avec d'autres acteurs. Et donc on a répété à Beaune. Et puis comme la salle n'était pas prête, c'était l'inauguration de la préfiguration de... la salle n'était pas prête, il y avait encore les peintres, ou je ne sais pas. On a répété ici, dans le théâtre, pendant une semaine, pour les dernières répétitions. Et je me souviens d'un truc vraiment... C'est un souvenir extraordinaire. On était au balcon avec Jourdeuil, et c'était le dernier filage. Le dernier filage commence très mal, mais très mal. Les acteurs étaient complètement à côté de leur pompe. Et c'était notre première mise en scène, ensemble avec Jourdeuil. Et au bout d'un moment, on s'est regardé et on s'est dit, on arrête ou on n'arrête pas? Arrêter un dernier filage, c'est une chose humiliante, saignante, enfin c'est terrible. Mais ce n'était pas possible que ça continue sur une fausse voie. Et on s'est dit oui, et on a arrêté. On a attendu un quart d'heure, on leur a dit 3 mots et on a recommencé. C'était une chose comme ça d'une audace très importante pour nous. Voilà. Et puis on est allé à Chalon-sur-Saône et tous les soirs on faisait un débat avec le public. Alors, Jourdeuil, c'était en octobre 68, et en fait, mai 68 n'était pas si important pour nous. Ce qui était très important, et un crève-cœur abominable, c'était juin 68. Le souvenir de juin 68 est mortel, quoi. C'est l'effondrement d'une sorte d'excitation, presque d'extase qu'il pouvait y avoir en 68, et tout d'un coup, le défilé avec Malraux descendant les Champs-Élysées, tout le truc, enfin, De Gaulle, la vengeance, l'écrasement. Donc on avait ça dans les gencives aussi, beaucoup. Et alors, Jourdeuil était un peu plus avancé dans les sympathies maoïstes que moi. Chéreau et moi, on était, disons, à 50 mètres ou 100 mètres, et lui, il était quand même à 15 mètres ou à 10 mètres à Nancy, dans le marxisme-léninisme Shintok. Et donc, on faisait des débats tous les soirs, et tous les soirs, on filait au public des rincés comme ça de politique. Et alors, de temps en temps, Francis Janson venait avec nous pour nous calmer, pour dire, surtout les soirs où il y avait un élu, par exemple. Quand il y avait un élu, Francis venait. Mais à ce moment-là, c'est lui qui prenait. C'est lui, Francis, qu'on mangeait devant l'élu. Donc, il n'est plus venu après. C'était très animé, ces années-là. Voilà, pour répondre à votre question, chers collaborateurs et amis. Non, mais alors justement, sur cette... parce que monter Brecht en 68, c'est pas anodin. Et dans l'histoire du théâtre, la redécouverte que vous allez faire de certaines, ou la découverte même pour le public, pour le théâtre français, de certaines œuvres de Brecht, du jeune Brecht notamment, va avoir une importance certaine. Ça voulait dire quoi être brechtien pour vous en 68? Ça impliquait quoi d'être brechtien? Ou plus précisément, c'était quoi votre brechtisme par rapport peut-être au brechtisme de la génération d'avant? Je pense à des gens comme Planchon ou d'autres. Ou Villard. Ou Villard. Ou Villard. Je pense que, en fait, on s'est d'abord avec Chéreau, puis avec Jean, avec Jourdeuil, beaucoup appuyé sur pas seulement sur Brecht, mais sur le travail et l'âme du travail du Berliner Ensemble. Du coup, nous reliant de plus loin aux soviétiques des années 20-30, enfin à Meyerhold surtout, qui est quand même sûrement le plus grand d'entre nous au XXe siècle, avec Klaus Michael Gruber, il y en a deux. On cherchait vraiment à dynamiter ce qui était franco-français. Ce qui était, au fond, moi j'ai relu du Copeau 40 ans plus tard. Je ne pouvais pas lire du Copeau. Copeau, c'était la collaboration, nommée en 40 à la Comédie Française, ne se souciant absolument pas de ce que ça voulait dire, etc., etc. Donc, et puis, il y avait
cette sorte d'héritage du temps où le français était la langue internationale, la langue dominante du monde, et pas peu fier de l'être, de ce français qui traduisait, par exemple, les auteurs étrangers à son profit, parce que la langue française est évidemment la plus intelligente, la plus fine, etc., et qui méprisait, au fond, les langues traduites. C'est à ce moment-là qu'on a lancé, avec Jourdeuil, avec Sylvie Muller à Strasbourg, en tout cas pour le domaine allemand, une façon de traduire l'allemand qui laisse apparaître les traces de pensée vives qui sont allemandes et que nous n'avons pas. De même que nous avons des traces de pensée qu'ils n'ont pas. Bon. De traduire au profit de la langue traduite et pas de la langue traduisante. Bon. Et donc aussi sur la direction d'acteurs, sur la façon de concevoir la scénographie, sur l'ensemble du domaine théâtral et de son travail, de révolutionner, le mot est grand, mais en tout cas de changer radicalement tout ce qui pouvait être un peu poussiéreux, vieillissant, plus productif du tout historiquement dans le théâtre français. On respectait moralement, éthiquement beaucoup nos prédécesseurs, les premiers, les pionniers de la décentralisation, mais on ne les respectait pas artistiquement. Ils nous ont aidés, Hubert Gignoux nous a aidés, Jacques Fournier nous a aidés, Goubert et Parigot à Rennes nous ont aidés. On avait des rapports extrêmement amicaux et respectueux avec eux, mais on ne pouvait pas voir leur spectacle, c'était ridicule pour nous. Donc on s'appuyait sur ce qu'on pouvait voir, par exemple au Théâtre des Nations, à Paris, ou d'aller à Milan, voir Strehler, ou d'aller à Berlin, voir le Berliner, pour régénérer, en fait, revivifier, apporter quelque chose de plus consistant au théâtre français. Et aussi d'y apporter, dans ce qu'on peut appeler le théâtre politique, une notion qui n'était pas du tout présente dans le théâtre français, qui était l'humour. L'humour brechtien est une chose maintenant très connue, l'ironie critique, même parfois trop ironique, ce que Peter Stein appelle la flip-flap dialectique, c'est-à-dire que Brecht était capable aussi de retourner avec beaucoup d'aisance des trucs pour retomber sur ses pattes, hein. Le bolchevique sans parti, comme il disait, il était bolchevique sans parti. Mais il y avait l'humour. Alors que jusqu'à là, que ce soit la mère Courage de Villars, que ce soit un certain nombre de l'exception et la règle de Jean-Marie Serrault, des choses comme ça, la politique était liée à la grande âme de la gauche française, à Victor Hugo, à cette sorte de sentimentalisme de gauche qu'on voit réapparaître régulièrement chez nous, dans le discours de Mélenchon, par exemple. Nous, on faisait grincer le truc. Autant avec Patrice qu'avec Jean par la suite, sur un autre mode, parce que on était des attelages différents, de sensibilités personnelles différentes. Bon. Et l'humour a été très important. Alors, on a monté très bien la Noce chez les Bourgeois, et du coup, notre deuxième spectacle, c'est presque impensable aujourd'hui. Notre deuxième spectacle, c'était au Théâtre de la Ville à Paris, qui était dirigé à l'époque par Jean Mercure, vieux pilier du théâtre privé intelligent parisien, qui avait pris la direction de ce Théâtre de la Ville de Paris, ex-Sarah Bernard, et il nous a proposé de monter dans la grande salle du Théâtre de la Ville Tambour et trompette de Brecht, pièce peu connue, qui était une adaptation d'une pièce d'un Anglais du XVIIIe qui s'appelle George Farquhar, sur la mobilisation des petits Anglais, des petits paysans anglais pour aller lutter contre l'indépendance américaine. C'est l'histoire d'un sergent recruteur qui nique tout le monde dans une ville, etc. Et Brecht avait fait une adaptation de cette pièce. Alors, parce qu'on avait très bien fait un Brecht, hop, on nous a proposé un Brecht. Mais ce Brecht n'avait absolument rien à voir avec le premier, parce que là aussi, ce qui était très important pour nous dans la Noce chez les Bourgeois, c'était que c'était le jeune Brecht, quelqu'un qui n'était pas encore
qui n'avait pas encore approché le marxisme, qui va approcher vers 1927-28, mais une sorte d'anarchiste venant d'une petite ville de Bavière, partant à la conquête de Berlin. Et ce Brecht-là nous semblait beaucoup plus saignant que le Brecht des grandes œuvres, qui étaient peut-être même trop grandes pour nous, même à l'époque, avouons-le. Et celle-là, par contre, elle était très grosse. Il y avait 34 personnes sur le plateau du Théâtre de la Ville. Il y avait 1100 places. Maintenant, ils ont inventé des réductions. On peut avoir la salle à 700 places ou à 600 places. Il y avait 1100 places, 55 représentations en alternance. Donc c'était un potentiel énorme à des jeunes gens qui en étaient à leur deuxième spectacle. Le risque pris par Jean Mercure à ce moment-là, c'est inimaginable aujourd'hui, inimaginable. Ce qui est même inimaginable dans la situation actuelle, c'est la situation, par exemple, dans laquelle je me suis trouvé entre 1986 et 1990, c'est-à-dire de 1983 à 1986, j'ai été l'administrateur général de la Comédie Française, je m'en suis enfui et j'ai refusé la sacramentelle subvention de consolation qu'on donne aux gens qui quittent les centres dramatiques et les théâtres nationaux. J'ai dit non, je ne veux pas de subvention. Il y a quelqu'un qui s'en va au conservatoire, je veux bien être prof au conservatoire, mais je ne veux pas de subvention. Je me débrouille. Et à cette époque-là, déjà, bon, il y a quoi, 20 ans, 25 ans, j'ai monté Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, au Théâtre national de Chaillot, dirigé par Vitez, 38 personnes sur le plateau, 5 décors énormes, entièrement produits par Chaillot. Ensuite, j'ai monté Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhardt à Villeurbanne, production Planchon-Villeurbanne, intégrale. Ensuite, j'ai monté On ne badine pas avec l'amour de Musset à Sartrouville. Là, j'ai demandé une petite aide au ministère complémentaire parce que c'était un petit centre dramatique. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que des productions de cette dimension-là, dans un centre dramatique, Benoît peut en parler, dans un centre dramatique, une fois qu'on a fait en création la production de l'artiste directeur, on ne peut pas produire un spectacle équivalent et même plus grand. Parce que moi, j'ai toujours produit des spectacles. Quand on était à Strasbourg, les spectacles d'André Engel coûtaient beaucoup plus cher que les miens. L'important, c'est le résultat. L'important, c'est ce que ça rénove, ce que ça apporte, ce que ça fait craquer. Bon. Et aujourd'hui, c'est impossible. Alors moi, maintenant, un peu échaudé par l'évolution de la situation, quand j'ai quitté Nanterre en 2001, j'ai quand même demandé une subvention que j'arrive à garder, qui a perdu 43% de sa valeur d'achat en 12 ans, parce que mine de rien, il y a l'inflation, et quand on garde la même subvention, on perd entre 1,5 et 1,8 ou 2% par an, jusqu'à l'année dernière, et on verra bien comment ça va se passer dans l'avenir. Mais j'arrive à amorcer des coproductions avec des théâtres, qui sont parfois même les théâtres que j'ai dirigés avant, pour que les choses se fassent. Mais ce serait impossible d'être freelance. Il n'y a pas de metteur en scène freelance dans le théâtre public français. Il n'y en a pas. Il y a des compagnies qui sont obligées de faire des coprods avec 5, 8, 10 théâtres à la fois, mais il n'y a pas de metteur en scène indépendant. Il y en a dans le théâtre privé, ils gagnent d'ailleurs bien leur vie, mais dans le théâtre public, il n'y en a pas. Voilà. Et ce Brecht, ça a fonctionné aussi. Alors là, avec Jourdeuil, on s'est dit, halte là, attention, parce que nous étions fichés, brechtiens méchants. Alors on a dit, tiens, on va faire comme Brecht. On s'est mis à adapter des classiques, comme lui avait adapté la comédie anglaise du XVIIIe siècle. On a adapté une pièce de Goldoni, on a adapté La Cagnotte de Labiche, en y mettant des textes soit du même auteur, soit de quelques auteurs chinois que nous connaissions à l'époque, pour gauchir toute cette putain de littérature classique.
chose que je ne fais plus, ou quasiment plus. J'ai appris à dire ce que j'avais à dire dedans les textes. Bon, j'ai plus besoin de les truffer. On l'a fait un peu sur les acteurs de bonne foi, qu'on a joué ici, mais c'était du Marivaux, c'était que du Marivaux. Hein. Et donc, on s'est mis à adapter des classiques. Alors, hop, on a été fiché, adaptateur de classiques. Hop, alors on a changé encore. On s'est dit, putain, on n'a pas encore monté de création. On changeait tout le temps de terrain pour ne pas avoir la fiche dans le dos, pour ne pas avoir de caricature de nous-mêmes et tout ça. Donc, on a rencontré, grâce à Lucien Atoun, Rezvani, qui venait d'écrire une pièce qui pour lui était un gros brûlot, pour nous un peu moins, mais que nous avons transformé en brûlot à nous, qui s'appelait Capitaine Shell, Capitaine Esso. On avait fait avant la première mise en espace de l'histoire, la création de Théâtre Ouvert à Avignon, qui était là le Camp du Drap d'Or du même Rezvani. Vous savez, c'était le Shah d'Iran avait fait, donc avant Khomeini et tout ça, et il avait fait une grande fête dans le désert. Dans le désert, il y avait des tentes climatisées, des pensées, un fric incroyable, et il avait invité des intellectuels parisiens. Et Rezvani, d'origine iranienne, était furieux, fou furieux de ça. Et il avait écrit une satire énorme qui s'appelait Le Camp du Drap d'Or, où il y avait des grands intellectuels parisiens tout à fait reconnaissables, mais il se trouve que les personnages iraniens dans cette pièce parlaient un français magnifique et très pur, et que tous les intellectuels parisiens parlaient une sorte de langue informe, de trucs très caricatural. On s'est beaucoup amusé à faire ça. On jouait tous dans le spectacle, Jourdeuil aussi, Cochetier, le costumier aussi, parce que faire les singes, on était contents, quoi, voilà. Bon. D'ailleurs, on se retrouve toujours, hein, ça. Et puis, voilà, d'ailleurs, moi, je pense que c'est un de mes traits particuliers, ça m'est resté, même après qu'on a fait... Enfin, on a travaillé avec Jourdeuil le même temps qu'avec Chéreau. Il y a quelque chose comme des cycles de la vie, il y a quelque chose qui, à un moment, fait qu'on ne se surprend plus, on ne s'apprend plus des choses, et puis on arrive à trouver les moyens de prendre des chemins différents, et ça enrichit aussi le théâtre français. J'aime beaucoup faire le furet, c'est-à-dire être passé par ici et repasser par là, mais changer tout le temps d'endroit, parce que j'ai du mal à me dire, voilà, tu es ça, tu as telle image de marque, et tu la vends, et tu t'y enfermes finalement au bout d'un moment. Donc je zigue et je zague. Là, dernièrement, c'était même un peu étourdissant, parce qu'après, on a fait Don Juan à la Comédie Française. Ensuite, et ça a exactement la même valeur pour moi qu'un spectacle que je pourrais faire à la Comédie Française, j'ai fait un spectacle de sortie à l'ENSAT, à Lyon, à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, sur des textes violemment politiques et actuels de Mark Ravenhill, qui est un Anglais. C'est des petites pièces d'une demi-heure très violentes et très drôles sur la mauvaise conscience et la bonne conscience de la middle class anglaise sur l'Irak et l'Afghanistan. C'est des brûlots, vraiment. Et puis on a monté une blague, une infâme blague au studio de la Comédie Française, qui est une petite pièce de Labiche sur le ringardisme parisien, sur ce qui me tient quand même toujours à cœur, c'est que le ringardisme existe toujours, et ici, et aussi en politique, vous le savez, bon, le molettisme. Hein. Et donc, je change, et puis là, tout d'un coup, c'est Godot qui m'est tombé sur la tête alors que je ne m'y attendais pas, il y a 3 ans, à la lecture d'un article génial sur la pièce que je ne connaissais pas. J'avais le livre depuis un certain temps. C'est un livre qui est ma bible de pensée depuis pas mal de temps. C'est L'obsolescence de l'homme de Günther Anders. C'est 2 volumes. C'est pas prise de tête, hein. C'est d'une philosophie du monde
à mourir, et en plus, il a écrit ça en 1956, et c'est en train de nous arriver sur la gueule en plein. Et il a écrit, en 1956, un essai sur Godot, qui s'appelle « Être sans temps », qui est magnifique. Et j'avais les livres, je les avais lus un peu en diagonale, comme ça. Je n'avais pas vu qu'il y avait cet article. Et puis un été où j'avais du temps, j'ai rouvert les livres et j'ai vu qu'il y avait et je me suis précipité pour relire la pièce, et j'ai lu une pièce que je croyais qu'elle n'existait pas. Qu'on ne m'avait pas dit qu'elle existait, et on m'avait même dit qu'il existait le contraire de ce qu'elle est réellement. Bon. Parce qu'il y a une sorte de mythologie à laquelle Beckett a lui-même un peu participé, je dois dire, une sorte d'agiographie du malheur qui n'était pas, en tout cas en 1948, quand il a écrit la pièce, qui n'était pas de son énergie, de son rapport au monde à ce moment-là, où il écrit Molloy, Godot, sa première période merveilleuse, où là, il détruit en grande partie tout ce qui est avant lui, et en même temps, il propose quelque chose de sensible et de nouveau, de très poétique et au fond de très drôle aussi. Voilà. Alors, d'accord, la prochaine question. Il est assis, lui, il se fatigue pas. Ouais, tranquille. Je reviens un peu en arrière, justement, avant que le pessimisme de Anders ne devienne une source d'inspiration. Alors, c'est pas vraiment un pessimisme. Ah, quand même. Non. Il nous dit, bon, vous en avez encore pour quelques décennies, je ne saurais pas vous dire combien, mais l'humanité en tant qu'humanité, c'est caput dans quelques décennies. Voilà. Alors, faites attention. Ce qui n'est pas d'un optimisme. Non, mais faites attention. Le fait attention n'est pas pessimiste, quand même. Non, par ailleurs, c'est une œuvre tout à fait incroyable sur la catastrophe nucléaire. Mais donc, je reviens aux années 70, parce que tu disais que c'était tout à fait improbable aujourd'hui de confier à des jeunes une création avec autant de... Mais c'est tout aussi improbable de confier à un marxiste-léniniste la direction d'un théâtre, le Théâtre National de Strasbourg, enfin, qui n'est pas le Théâtre National, qui est très jeune par rapport... Alors, c'était une époque où les directions d'institutions étaient très jeunes. Comment est-ce que tu te retrouves à la tête d'une institution, cette institution, et peut-être parler d'un spectacle, on va pas avoir le temps d'en parler beaucoup, mais qui a fait date, qui est Germinal, qui est le Zola, qui est un travail sur un roman, qui est un travail aussi contre le roman, contre Zola, contre une certaine appropriation de Zola par la gauche ou une certaine appropriation du mouvement ouvrier par Zola. C'est une chose tout à fait étonnante dans le parcours. Donc peut-être et sur l'institution et sur ce projet qui ressemble à pas grand-chose de ce qu'on peut connaître. La question se posait, la question politique se posait à notre génération, à nous, à Lavaudan, à Gironès, qui est mort maintenant, mais qui était un type formidable, à Bono Bayen, à Gildas Bourdet, qui était communiste alors, qui est loin de l'être maintenant. Il a dit qu'il était guéri. Il était guéri. Moi, je n'ai jamais été communiste, donc je suis marxiste anticommuniste. J'ai dit ça un jour à la radio et Jacques Ralit m'a appelé immédiatement en me disant « Tu es fou, tu dis quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, notre génération avait cette question devant elle. Nos aînés arrivaient à l'âge du retrait, sinon de la retraite. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait les reprendre, les théâtres, et on allait les reprendre comment? Alors, il y en a qui étaient très contre. Jourdain était très contre, par exemple. Chéreau et moi, on était plutôt pour la responsabilité d'être des héritiers, enfin, avec toutes les contradictions que ça pouvait poser. Et est arrivé à ce moment-là encore une circonstance de hasard, encore une circonstance de chance, c'est que Valéry Giscard d'Estaing a été élu président de la République et il a transformé le ministère de la Culture en secrétariat d'État. Déjà, ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais il y a nommé un esthète exceptionnel qui s'appelait Michel Guy, qui, tout en étant de droite, patron de fleuriste, c'est lui qui fleurissait toutes les réceptions au Sénat, à l'Élysée, etc. Donc il connaissait Pompidou, puis il y avait de la dépravation dans tout ça. Et Michel Guy était un type formidable,
est gonflé. D'abord, il a dépensé tous les frais de mission du ministère en allant manger tous les jours chez Maxim's. C'est un truc, il faut le faire, c'est bien, non? Et alors, il a pris une décision, puisque les directeurs arrivaient à échéance, et à une échéance, un peu comme ça s'est passé l'année dernière, d'ailleurs, dans les centres dramatiques, où il y a eu une flopée nécessaire de nominations en même temps, il a nommé 7 jeunes gens en même temps dans les 7 plus grands centres dramatiques et le Théâtre national de Strasbourg. On savait que j'avais déjà candidaté au départ du Bergignoux en 71, mais j'étais vraiment trop jeune. J'avais 29 ans, enfin c'était un truc de folie, en plus pour penser ça à l'époque, que j'avais monté un spectacle au Théâtre national de Strasbourg, que la moitié de mon équipe était alsacienne. Il y avait des acteurs, il y avait des dramaturges, Dominique Muller, Bernard Fred, que l'autre partie de mes acteurs était issue de l'école du TNS. Donc l'idée leur est venue de tenter le coup, j'avais 32 ans, ils m'ont appelé, j'étais en train de faire les foins chez Jean-Louis Hourdin, à la campagne, un peu plus loin d'ici. Alors j'ai mis mon t-shirt, je suis allé à la cabine téléphonique en pleine campagne, j'ai rappelé Alain Combec, c'était Alain Combec qui était la tête chercheuse de Michel Guy, et il m'a dit voilà, TNS, alors j'ai remis un jeton, dans le téléphone, j'ai appelé Jourdeuil, et je lui dis Strasbourg, on s'était déjà un peu frité pendant le printemps avec Jean, parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses, et je lui dis voilà, Strasbourg, tu viens pas? Non, bon, il a bougonné quelque chose, et on a passé, enfin, moi, le principe, c'était que je ne pouvais pas, et parce que j'avais 32 ans, et parce que j'étais celui que j'étais, aller à Strasbourg tout seul. Je devais emmener mes bagages avec moi, mes amis avec moi, avoir une équipe de dramaturges, d'acteurs, de décorateurs, etc. Et à ce moment-là, les troupes de la première décentralisation avaient beaucoup de douleurs, les individus avaient beaucoup de douleurs à s'arrêter. Ils avaient été permanents, ils avaient fait le boulot, les gens du théâtre de Bourgogne, ils avaient fait les tournées régionales en car, monté le décor sur le dos du car, etc., pendant des années pour des salaires vraiment ridicules. Et c'était le cas dans tous les centres dramatiques, où on avait nommé quelqu'un. Et le ministère avait décidé, parce que c'était des cas sociaux, donc il y avait des procès en prud'homme, etc. Le ministère avait décidé qu'il n'y aurait plus d'artistes permanents dans les théâtres. Alors j'en ai engagé 12, je suis allé au ministère et je leur ai dit, vous venez de me nommer, virez-moi. Ils ne m'ont pas viré, et l'année d'après, il y en avait 16. C'est-à-dire que j'avais pris une partie du budget artistique du théâtre pour créer des artistes permanents, parce que je pense que depuis disons, la fin du XIXe siècle, rien ne s'est passé d'important, rien ne s'est passé de mémorable dans un théâtre si un groupe d'artistes, qu'ils soient metteurs en scène, acteurs, plasticiens, musiciens, peu importe, si un groupe d'artistes n'est pas resté un certain temps avec un programme de travail annoncé, tentant de le réaliser, le transformant, parce que la vie transforme toujours les choses qu'on annonce. Et donc j'y suis allé avec un autre metteur en scène qui venait de commencer à faire de la mise en scène, André Engel, avec 2 auteurs dramatiques, Michel Deutsch et Bernard Chartreux, avec une bande d'acteurs formidables, dont le plus grand d'entre nous était Philippe Clévenot. Et on est resté là 8 ans à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et du coup, en fait, Michel Guy, il était vraiment de droite, mais on s'engueulait souvent. Je me souviens d'un jour où j'étais seul dans un restaurant du quartier latin et je lisais un livre sur la Révolution française
Et il entre et il me voit, il me dit « Mais Jean-Pierre, mais il était scandalisé à propos de Louis XVI, quoi, de la mort de Louis XVI. Encore, lui, mais un homme distingué, un homme raffiné. Il n'avait que des Bramwell partout chez lui. Enfin, bon, c'était terrible. Et pourtant, et c'était la même chose pour l'Alsace qui était à cette époque-là, ça l'est un peu toujours, mais la région la plus réac de France. Il y avait eu 2 aventures qui ne s'étaient pas très bien passées. Jacques Fournier était venu d'ici au TNS, il est resté 18 mois. André-Louis Perinetti est resté 18 mois. Ils n'étaient pas contents. Et ils ont dit, plutôt des rouges, mais du théâtre. Ils voulaient du théâtre. Bon. Alors, la première année, ça a été des appels au lynchage sur tous les spectacles qu'on a fait. On a fait, alors, Germinal, spectacle collectif, écrit par Michel Deutsch, mais monté par 5 metteurs en scène, tous les autres metteurs en scène et dramaturges, André Engel, moi, etc. Les 13 acteurs, parce qu'il y avait des permanents et quelques acteurs qui étaient engagés que pour la saison. Et j'étais au milieu de l'équipe de dramaturges et de l'équipe de comédiens, où ils demandaient aux acteurs des exercices qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire. On appelait ça le non-théâtre. Alors, quand je montais sur le plateau, j'avais peur de recevoir des couteaux dans le dos de l'équipe qui était à la table de mise en scène. Et quand je redescendais à la table, j'avais peur de recevoir des couteaux de la part des acteurs. Et puis, ça s'est très bien passé. C'était un spectacle génial, mais il n'y avait pas du tout de Zola. Il y avait des mineurs, mais quand ils arrivaient de la mine, ils se mettaient tous à poil sur le plateau, parce qu'il faut se laver. Les acteurs se noircissaient entièrement sous leurs vêtements, et alors ils se dépoilaient, hommes et femmes, et puis ils se lavaient. Ça durait 20 minutes, pendant qu'un acteur de dos disait du Michel Deutsch. Mais il fallait qu'on accepte que représenter la vie des mineurs, c'était pas... Alors, c'était l'abandon du brechtisme, hein, c'est-à-dire, c'est pas des discours, c'est pas des prises de position, c'est que c'est dur. Et qu'après, quand ils se sont lavés, il faut nettoyer le plancher, parce qu'il y a du charbon partout. Et après, donc, les femmes passaient la wassingue, la serpillière, pendant un quart d'heure, pendant qu'un autre parlait pendant un quart d'heure... Et puis après, il y avait le Ducasse, la fête qu'il y a dans Germinal aussi. Alors là, il y avait 8 personnes qui rentraient de la coulisse cour, qui posaient une table au milieu du plateau où il y avait 8 chopes de bière pleines. Et puis ils partaient, il y avait une musique vague au loin. Ils partaient de coulisse jardin, silence, il n'y avait rien. Puis ils revenaient avec une autre table avec 8 chopes de bière pleines. Puis du coup, il y avait 16 personnes qui arrivaient, qui s'asseyaient. 2-3 répliques échappées de Zola, d'engueulades dans la Ducasse. Et ils buvaient le litre de bière. Mais il faut du temps pour boire le litre de bière. Voilà. Et alors, le soir de la première, alors, on avait fait un record d'abonnements. Les gens revenaient au TNS, tout ça. La salle était pleine. Et puis, il restait 50 personnes à la sortie. Et tous les soirs, il restait 50 personnes à la sortie. Et puis, les gens claquaient les portes. Et ils parlaient en alsacien. Et tout ça. Et ensuite, Philippe Clévenot et Dominique Muller ont monté une pièce de Michel Deutsch qui s'appelle Dimanche, qui est l'histoire d'une... les filles d'une majorette. C'était une actrice formidable qui jouait la chef majorette, mais elle aimait bien jouer de dos aussi. Et même bord coulisses, même en coulisses en fait, finalement. Parce que Laurence Maillard était à ce moment-là une personne, quand vous lui parliez, elle reculait de 2 mètres. Comme ça, bonjour.
Mais c'est une sensibilité formidable. Et puis comme c'était Clévenot qui était metteur en scène, là aussi, plus c'était en coulisses, mieux ça lui plaisait, lui. Enfin, bon. Et c'est là que Jean-Paul Chambas est venu faire un premier décor pour nous, qui était un grand mur de carrelage blanc, de salle de bain, enfin, avec un sol de carrelage blanc, et une trouée dans ce mur avec du vrai gazon, comme ça, une saignée de vrai gazon. Et alors les gens étaient furieux parce qu'ils disaient que le décor était vraiment trop cher. Parce qu'ils mesuraient à leur salle de bain qu'ils venaient de refaire. Ils disaient, là au mètre carré, ça monte à 12 mètres de haut. C'est trop cher, ça. Ils ne savaient pas que c'était de l'isorel où on avait passé à la scintilla et peint vernis blanc, quoi. Et alors ça aussi, là aussi, c'était un peu raide. Et puis alors, c'était dans la même veine, mais ça avait plus de charme quand même. André Engel a monté Bâle de Brecht, pas au théâtre. Il a commencé sa série de spectacles qui se déroulaient dans des lieux historiques, des lieux qui parlaient de quelque chose à côté de la pièce, dans les haras désaffectés de Strasbourg, de l'armée de la cavalerie à Strasbourg. Et c'était des grands bâtiments, c'était une grande aire d'exercice, une grande carrière. Et le public était itinérant. Alors, du coup, ça faisait que 150 personnes. Hein. Donc, le rapport qualité-prix était assez élevé. 150 personnes qu'on baladait dans 3-4 endroits différents, à l'extérieur, à l'intérieur, dans les écuries. Bon. Et là, il y a eu des appels au lynchage dans la presse alsacienne pendant 1 an. Mais on a quand même eu, à la fin, si je me souviens bien, une sorte de prix de la critique pour l'ensemble de la saison. Bon, c'était bien. Ouais. Jean-Pierre Thibaudat, qui est là, en a été témoin. Et puis, on s'est dit, allez, on va faire un peu ami-ami. On va quand même pas leur donner des coups de pied tout le temps, tout ça. On va monter le Misanthrope. Et on a monté le Misanthrope. Jusque-là, on avait commencé à travailler avec des peintres sous l'impulsion de Jourdeuil, dans la compagnie avant. Et c'était Patrice Cochetier, le costumier, qui devait faire le décor du Misanthrope, et on ne s'en tirait pas. On s'en tirait pas. On avait fait une scénographie intéressante, mais la décoration... Patrice était costumier dans l'âme, mais il y avait quelque chose qui était trop respectueux, pas assez inventif par rapport à l'historicité des choses. Bon, on jouait en costume 17e, absolument 1665, mais il fallait un décalage avec le décor. Et on a appelé un des membres de l'équipe de la Nouvelle Figuration, qui avait à ce moment-là, autour de Gilles Ayot et de peintres comme ça. C'était un jeune homme qui s'appelait Jean-Paul Chambas, qui était en cure de désintoxication d'héroïne. Il s'était rasé les sourcils. Il était un peu barré encore. Il buvait 6 litres d'eau par jour pour la désintoxication. Et finalement, il se rendit compte que comme il pissait blanc, il pouvait boire ce qu'il pissait. Des trucs comme ça. Enfin, c'était charmant. Et il a fait un décor génial. Il a fait un décor absolument génial. C'est-à-dire qu'il a pris la Galerie des Glaces de Versailles et la carte postale, hein, et il a fait ça. C'est-à-dire que le plafond magnifique de la Galerie des Glaces se retrouvait être un mur. Et dessous, c'était du verre, enfin, ou du marbre, quoi. Alors, c'était une mer de marbre bleu avec un mur absolument chargé de dorures et de peintures et tout ça, qui était l'entrée de chez Célimène, où tous les mâles de Paris venaient se coller. Et puis il y avait évidemment Philippe Clévenot dans Alceste, qui était, je ne sais pas, une sorte de chef-d'œuvre historique. C'est comme s'il avait écrit Le Roi Lear quand il jouait ça. Enfin, c'était très impressionnant. Et ça le reste. Enfin, moi, ça a été retransmis par la télévision française. J'ai la vidéo de ça. Je l'ai revue il y a 2 ans. C'est fracassant. C'est vraiment fracassant. En plus, tous mes amis qui ont mon âge à peu près maintenant, je les ai revus jeunes. C'était très émouvant, très émouvant.
Et donc, alors, c'est pour clore le truc avec l'Alsace, c'est que il y a eu une presse nationale vraiment bien quoi, sur ce misanthrope, et je prenais l'avion une fois par semaine à peu près, Paris-Strasbourg, Paris-Strasbourg, pour aller au ministère, pour voir des spectacles, etc. Et un jour, je me trouve derrière un type que je reconnais, c'était un sénateur, c'était l'UDR à ce moment-là, un sénateur de droite qui ne venait jamais au théâtre, bien sûr. Et puis il lisait le Nouvel Obs, je crois, je ne sais pas quoi, dans l'avion, et il se tourne vers son copain, et il lui dit « Tu vois, ils disent du bien de notre misanthrope. » Notre misanthrope, de la part de ce mec, je me suis dit « Ça va. On peut continuer, on peut redonner des coups de pied éventuellement, je peux libérer mes camarades. » Voilà, on avait fait ce qu'il fallait faire. Il faut aussi savoir comment on maintient le fil tendu entre une équipe artistique et un public. Le fil doit être tendu, toujours. Pas trop tendu, parce qu'il casse, et s'il n'est pas assez tendu, il ne se passe rien. Ou il casse lui-même, à force de ne pas être tendu. Donc, on a joué cette chose-là avec des bonheurs divers, d'ailleurs. J'ai aussi fait le plus mauvais spectacle de ma vie à Strasbourg. Parce qu'au bout de 2 ans, il y avait de l'eau dans le gaz entre les acteurs et l'équipe dramaturgico-mise en scène. Et on avait fait un spectacle peu ambitieux, sur des textes qui nous faisaient beaucoup rire. C'était des petites farces en un acte de Ocasey, l'auteur irlandais. D'ailleurs, un des tontons de Samuel Beckett. Mais c'est des spectacles qui nous faisaient mourir, des textes qui nous faisaient mourir de rire, et on a monté ça très mal. Très mal parce qu'on ne s'aimait pas, provisoirement on ne s'aimait pas entre nous. On avait fait du mauvais costume, on avait changé de décorateur, on avait demandé à Lucio Fanti, qui maintenant a œuvré pas mal de temps avec Bernard Sobel et qui a fait là les Estivants à la Comédie Française avec Gérard Desarthes. Et Fanti devient un décor mortel pour ces pièces-là. C'était tout ce qui était au sol, le sol, et les éléments de construction, par exemple un guichet de poste ou une chose comme ça, était, vous savez, fait avec les cubes de jouets en couleur avec lesquels on fait des petites maisons en couleur primaire, vert, jaune, rouge, bleu, couleur primaire. Non, pas des Lego, en bois à l'ancienne, à la chinoise. Alors, on ne voyait pas les acteurs là-dedans. On ne voyait pas les acteurs. Vous pouvez les habiller comme vous voulez, les maquiller comme vous voulez. Ils étaient bouffés par les couleurs primaires. Et puis, au fond, il avait fait un truc qui faisait beaucoup dans ses tableaux, qui était très beau à l'époque. C'était une sorte de sous-bois des forêts russes. Paysage de nature, dans l'ombre. Voilà. Et c'était tout planté. C'était tout planté. Je me souviens que Bernard Sobel était venu voir une des dernières répétitions. Il était navré. Je ne sais pas quoi vous dire. Pourtant, il sait toujours quoi dire, Bernard Sobel, en sortant de spectacle, mais là, il ne savait pas du tout. Voilà, on a fait ce plantage-là. Et puis après, c'est reparti parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, justement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des spectacles sur des sujets qui nous importent énormément et sur lesquels il n'y a pas de pièce de théâtre? Et on a réfléchi, et on s'est dit Vichy. C'était en 77, quoi, 78. On s'est dit, il venait de sortir, il y avait 2 choses qui nous avaient... D'une part, Le chagrin et la pitié, le film, qui nous avait révélé, nous avions vécu notre enfance dans une sorte de France gaulo-communiste, qui nous avait révélé l'importance de la collaboration, même passive. Je me souviens d'un interview de Raphaël Gemignani, le grand cycliste de l'après-guerre, qui était bistrotier à Clermont-Ferrand, et qui était
une sorte de pétainiste de base instinctif, quoi, voilà, instinctif. Et on s'est dit, mais c'est ça, au fond, le fond de la France, il faut faire gaffe. 77. L'extrême droite était muette à ce moment-là. Depuis l'OAS, il y avait eu Pétain, puis il y avait eu l'OAS, ils fermaient leur gueule. Ils faisaient 0,5 ou 1%. M. Tixier-Vignancourt faisait 1% aux élections. Mais on se disait, il y a un truc qui dort. Alors, Chartreux a écrit une série de textes et Michel Deutsch avait déjà écrit une pièce à ce propos. Et donc, on a fait un spectacle en 2 soirées et Chartreux a écrit un truc qui était inouï à l'époque, c'était dans un spectacle collectif une écriture uniquement monologuante de textes non destinés à être lus, à être dits, mais plutôt à être lus. Donc, des performances d'acteurs pour inventer comment on allait faire. Et pour moi, comment j'allais figurer ce groupe humain sur le plateau, etc., etc. C'était innovation obligatoire. La technologie, en plus, nous arrivait pour nous aider. Ça a été le premier spectacle où il y avait des micros HF. Les premiers micros HF, ils étaient assez gros, hein, et ils captaient les voitures de police qui passaient près du théâtre. Alors, de temps en temps, il y avait un message « Allô, où est-ce que t'es? Place de la République, il y a un truc à voir. » Bon, mais comme ces monologues étaient longs, il y en avait un de 43 minutes, par exemple, qui était une simple liste des cadeaux, alors réinterprétés par Chartreux, mais une liste des cadeaux offerts par les Français au maréchal. Vous savez qu'à Vichy, il arrivait des tonnes de cadeaux, mais des cadeaux d'un kitsch. Des cathédrales en chocolat, des machins, des trucs, bon, des caisses de vin, des collections de timbres, des choses comme ça. Et alors, Bernard avait fait une liste de 43 minutes où Bernard Fred faisait un numéro exceptionnel. C'était magnifique. Et il fallait innover. Et donc, 43 minutes à parler, surtout à l'époque, c'était mieux s'il y avait des micros, quoi, de soutenir très légèrement la voix. Mais alors, il y avait l'inconvénient des voitures de police, ce qui était pas mal dans un spectacle sur Vichy. Enfin, bon. Et puis la pièce de Michel Deutsch était une sorte de conte sur Sigmaringen, sur la fuite des pétainistes en Allemagne à la fin de la guerre. Donc ça durait 7 heures, c'était 2 fois 3h30, un truc comme ça. Et une fois qu'on a eu fait ça, 2 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen apparaissait. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait traiter maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La peste, en 81. On s'est dit, on va faire un truc sur la peste. Alors, on a lu Daniel Defoe, La peste de Londres, tout ça. Puis on s'est rendu compte que c'était un truc où, enfin, non seulement Vichy, mais la peste, c'était des objets esthétiques aussi. C'est-à-dire des moments où l'imagination humaine, l'imagination française dans Vichy et l'imagination humaine partout où il y a eu des grandes épidémies, se développe comme une folle à l'apparition du danger. C'est-à-dire, évidemment, il faut trouver les boucs émissaires, il faut trouver les inventions de l'explication géologique, historique, etc. Et c'est du délire. On a fait ce truc-là, et à ce moment-là, pendant les répétitions, la pandémie de sida est apparue, avec les mêmes délires, les mêmes fausses analyses, les mêmes recherches imbéciles, les mêmes savants mis de côté parce qu'ils savaient la vérité, etc., etc. Donc on a arrêté là parce qu'on s'est dit, maintenant je lis L'obsolescence de l'homme et je ne fais pas de spectacle dessus, enfin en tout cas un petit peu quand même de façon plus littéraire avec Beckett, mais voilà. Et comment se fait-il que donc toi qui travailles sur Pétain, sur Vichy, qui montent des spectacles dont on voit qu'ils ne ressemblent pas à ce qui se fait, qui a un rapport à la théorie aussi extrêmement importante. Quand on lit les entretiens que tu fais avec Dominique Darzac, donc, qui s'appelle Le désordre des vivants, on voit bien, contrairement d'ailleurs à toute une vulgate aujourd'hui, que la pensée, la réflexion, le savoir sont déterminants dans ton travail dialectique. Comment se fait la rencontre? Comment se fait
la rencontre avec la Comédie Française quelques années après, dont tu vas prendre la direction? C'est-à-dire ces deux mondes complètement hétérogènes qui se rencontrent. Ça, c'est mon sens des responsabilités. Non, ce qui s'est passé, c'est que les premiers de la décentralisation, d'Asté, Gignoux, Fournier, etc., ont fait une étape de travail, ont ouvert le théâtre français à d'autres horizons que le théâtre parisien. Nous, à notre manière, chacun à notre manière, et certains brièvement, certains plus longuement, on a fait le deuxième pas, on a construit et on a ouvert sur aussi un imaginaire européen du théâtre. À ce moment-là, on a transformé en 2 générations le théâtre français. Puis il y avait un gros bateau à côté qui servait à rien, ou rarement. Pierre Dux avait fait 2-3 choses tout à fait indéniables, c'était un monsieur tout à fait respectable, mais c'était quand même encore le théâtre. Vous savez, à l'entrée de la scène, à la Comédie Française, il y a une plaque de marbre. Il y avait un huissier de la Comédie Française qui était aussi au tribunal révolutionnaire. Et comme les sociétaires de la Comédie Française, déjà à l'époque, étaient un peu réac, même très réac, royalistes en tout cas, il y en avait plusieurs qui étaient arrêtés. Et l'huissier de la Comédie Française, qui était au tribunal révolutionnaire, a mangé les actes d'accusation. Il les a mangés. Et il a une plaque à l'entrée de la scène de la Comédie Française, encore aujourd'hui. Mais donc, il y avait ce gros bateau, et je me suis dit, pas dégonflé, j'étais à ce moment-là donc directeur du Théâtre National de Strasbourg, j'étais président du Syndéac, parce que je m'étais remis au syndicalisme que j'avais quitté parce que c'était au début à Strasbourg, c'était impossible de ne pas être égoïste, enfin, c'était terrible. Mais à partir de 1977, j'étais revenu au Syndéac, qui était un endroit formidable. Il y avait toutes les tendances politiques réunies qui se parlaient, qui s'engueulaient, et qui produisaient des choses. Et donc, Strasbourg avait fonctionné, les autres choses avant avaient fonctionné. Ils ont eu l'idée de me proposer ça. Ils ont eu l'idée parce que j'avais enfin accepté, au bout de 8 ans de Strasbourg, de faire une mise en scène à l'extérieur, à la Comédie Française. J'avais monté au printemps 81, moi, de glorieuse mémoire, Les Corbeaux d'Henri Beck. Ça, c'est toujours aussi mon amour qui me vient du lycée Louis le Grand du départ, des pièces inconnues de la deuxième armoire du répertoire. Nous n'avons pas de Tchekhov en France, nous n'avons pas d'Ibsen, nous n'avons pas de Gorky, nous n'avons pas de Strindberg. Mais on a eu un type qui est passé discrètement, qui s'appelait Henri Beck, et qui a écrit 2-3 choses formidables, dont une pièce inachevée, malheureusement, sur la banque. Et Les Corbeaux, c'est une histoire d'héritage, enfin, c'est un notaire et un homme d'affaires qui fondent sur une veuve et ses 4 filles pour les plumer complètement, ça c'est en 1880. Et j'avais une distribution éblouissante à ce moment-là à la Comédie Française, Denise Jans, Roland Bertin qui venait d'entrer à la Comédie Française, Michel Aumont, Christine Murillo, Catherine Yegel, enfin, j'en passe, c'était incroyable de travailler avec ces gens-là. C'est l'actrice, par exemple, bon, c'est une pièce où on pleure beaucoup. C'est pas facile. Alors, il y avait Jans, Yegel, Murillo et Anne Consigny, qui maintenant n'est plus une jeune fille, mais qui avait 17 ans, qui était sortie du conservatoire un peu avant. J'arrêtais la répétition, elles étaient en larmes. J'arrêtais la répétition, on parlait 5 minutes pour dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, peut-être ça, il faudrait le refaire autrement et tout ça. Bon, on y va. Clac! Les 4 pleuraient immédiatement. C'était fou, non? C'était fou. Elles avaient sûrement dans leur vie des motifs. Et donc ça s'était très très bien passé, et avec les acteurs, et avec la technique. Donc de leur côté aussi, il y a eu tout d'un coup l'idée que je pouvais le faire. J'ai hésité beaucoup pendant 3 mois, c'était très violent.
J'en parlais évidemment avec mes copains à Strasbourg. Dominique Muller, il me disait mais la comédie française, c'est complètement foutu ou à moitié foutu? Je lui dis c'est à moitié foutu. Il me dit n'y va pas. Si c'est complètement foutu, tu peux y aller. Mais à moitié foutu. Alors j'y suis allé, et effectivement, c'était seulement à moitié foutu, donc ça avait quand même des réactions vives. C'est-à-dire que quand vous ouvrez les portes et les fenêtres d'un endroit, ça remue la poussière. Et ça fait éternuer beaucoup de gens. Voilà. Alors il y avait ceux qui pensaient que je n'étais pas digne de cette maison, et il y a ceux qui pensaient que cette maison n'était pas digne de moi. Et ils se tiraient dessus, et c'est moi qui prenais les balles. Bon. Et j'avais 40 ans. Et donc je vais être... Bon, c'est une figure paternelle. Et je devais être le père, un peu naïf, de gens de 60 ans qui pensaient encore beaucoup aux merveilles du passé des années 60, quand ils jouaient Feydeau dans le monde entier, avec Robert Hirsch, avec Jacques Charon, avec tout ça. Les fantômes de Jacques Charon marchaient dans les couloirs, enfin vraiment, c'était terrible. Et je devais être le père de ces gens-là, qui en plus avaient le bras long. Parce qu'ils avaient eu la vocation d'être acteurs à la Comédie Française à la fin de la guerre, Georges Descrières, des gens comme ça, pour devenir des acteurs bourgeois. Il y avait un psychanalyste à l'époque qui s'appelait Racamier, qui avait écrit un texte sur une psychanalyse des acteurs. Il disait que les acteurs avaient une case de vide qu'ils devaient remplir en s'identifiant à la bourgeoisie, à la Révolution, à la social-démocratie, enfin à ce que sais-je, à une mission apostolique. Enfin, et eux, c'était les bourgeois. Descrières, il avait un appartement, premier étage, donnant sur le jardin des Tuileries, à 200 mètres de la Comédie Française. Il avait joué Arsène Lupin à la télévision, etc. etc. C'était des gens comme ça. C'était mon doyen. Il était sourd et pas très intelligent. Donc j'ai eu à traiter avec cette Comédie Française pas tout à fait foutue. Sous les shrapnels. Dien Bien Phu. C'était bien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, là, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais 2, 3 idées pour moi, comme artiste, au début, et puis je les avais réalisées, et j'avais pas le temps, j'avais pas la tête à réalimenter mes projets. Même s'il y avait des amis à moi autour de moi. Bon. Et je me suis dit secrètement, et je n'en ai parlé à personne, je suis en général, comme vous voyez, assez bavard, je n'ai même pas dit à ma femme que je décidais de partir. Mais il fallait que je trouve le moyen de partir sans avoir des flèches dans le dos. Donc j'ai rien dit. J'ai fait un certain nombre de choses. Les salles s'étaient un peu vidées. Il fallait faire en sorte que la maison soit de nouveau un peu sécurisée. En plus, la droite était revenue au pouvoir. C'était pas simple. Et quand j'ai vérifié que, à mon avis, François Mitterrand, Jacques Lang et les sociétaires seraient d'accord pour que je reste, j'ai dit je pars. Sinon, j'avais les flèches dans le dos. Voilà. Et je suis parti élégamment sans demander de subvention. Donc, c'était une aventure où j'ai beaucoup appris humainement. Là, je peux vous dire que je peux monter Strindberg sans préparation dramaturgique, sur les cauchemars des relations humaines. Enfin, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et alors, je vois mes camarades avec qui j'ai toujours des relations toutes amicales, hein, ceux qui m'ont suivi. Bon, d'abord, 2 morts m'ont suivi, hein, Jean Le Poulain et Antoine Vitesse, qui sont morts de la Comédie Française, absolument. L'un a explosé, l'autre a implosé. Antoine Vitesse, à 15 jours de mourir, hurlait « J'en ai marre de m'occuper des affaires des autres ». Bon. Et puis après, là, j'ai vu dernièrement les candidatures. Je me suis abstenu parce que faut se mêler de ce dont on doit se mêler, de parler avec chacun d'eux pendant leur candidature. Une fois qu'Éric Rueff a été nommé, que la maison était
c'était le candidat de la maison, tout le monde était heureux parce que, au fond, tous les comédiens se sentaient administrateurs eux-mêmes. C'était leurs potes qui étaient là et tout ça. Et puis, je disais, attendons, je ne lui en ai pas parlé à Éric, attendons 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois, vous faites votre programmation de l'année suivante. Et quand vous avez fait votre programmation, vous faites les distributions. Et c'est là que ça devient très difficile. Parce qu'il y a des gens qui veulent jouer des rôles et qui ne les joueront pas. Il y a peut-être des gens qui ne joueront pas pendant 10 mois et qui vont commencer à paniquer, beaucoup plus qu'un intermittent du spectacle. Si vous êtes salarié permanent et que vous ne jouez pas, le regard de vos camarades qui vont vous juger en fin d'année, parce que le rester-partir est décidé par la troupe, par le comité. Et c'est des moments d'une angoisse terrible, terrible. Et là, vous avez ça sur la conscience, vous avez ça sur les épaules. En plus, c'est des gens qu'en général, vous aimez bien. Mais, les metteurs en scène qui arrivent de l'extérieur ne sont pas affolés par telle ou telle personne. Alors, on va voir Éric et on lui dit « Ah, ben, il y a machin qui monte ça, je joue ça. » Non. Pourquoi? Mais pourquoi je n'ai pas rencontré le metteur en scène? Mais parce qu'il n'a pas voulu. Clac. C'est ça qui est le plus dur, hein, finalement, aux Français. Hein. C'est la troupe. C'est le jeu humain de la troupe. Et en même temps, je sais que toute idée de la supprimer me choquerait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se prenne le problème à chaque fois. Alors, Muriel Mayette l'a fait d'une certaine façon, Marcel Bozonnet l'avait fait d'une autre façon, Éric va le faire d'une autre façon. C'est surtout qu'il faut en général que ça dure un certain temps. Moi, je me suis échappé très vite pour des raisons de santé préventive. Hein. Mon taux de cholestérol avait monté de façon très alarmante. J'allais mourir. Et je les ai prévenus. Quelqu'un va mourir. Et il y en a eu 2. Bon. Il y a une pression terrible. En plus, les premières années du premier septennat de Mitterrand étaient des années de guerre civile, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir. Mais c'était des années très dures sur le plan culturel. Très dures. Parce que comme la bourgeoisie détestait ce traître de président de la République, ça cognait vraiment très fort sur des symboles. Et la comédie française est un symbole culturel très fort pour la bourgeoisie française. On change de décennie avec un autre spectacle, mais qui a à voir dans des années plus heureuses qu'est Nanterre, qui sont les années à Nanterre où tu prends la direction de Nanterre, et avec un spectacle qui est devenu mythique, qui s'appelle Karl Marx Théâtre Inédit, qui est aussi qui rejoint pas mal d'expériences précédentes. Comment c'est venu cette envie de travailler sur Marx, qui à l'époque était quand même traité en chien crevé, très massivement, comment tu as fait du théâtre à partir de ça? Et à partir de cette figure-là? Alors, c'était en fait, ça faisait un moment, on avait fait Vichy, on avait fait La Peste, et puis on n'avait plus rien fait de ce type. Et on s'est dit, avec Chartreux, c'est nécessaire, il faut absolument qu'on reparte sur un projet comme ça. Est-ce que ça va encore être annonciateur d'une catastrophe de l'humanité ou pas? En fait, le spectacle annonçait pas mal lui-même. Mais il y a eu 2 choses. C'est que dans ma période d'auto-formation, marxiste, avec Chéreau, entre mars et mai 68, on se faisait des ateliers un peu maoïstes comme ça. Par exemple, je devais faire un exposé sur les coopératives agricoles. Le mécanisme des coopératives agricoles. Le problème économico-politique des coopératives agricoles. Un autre le faisait sur Althusser ou je ne sais pas quoi. Il y avait Chéreau, il y avait Daniel Lindenberg, il y avait des gens comme ça. Et on se faisait des séminaires à Sartrouville. Alors, mais j'avais lu à ce moment-là le premier livre du Capital. Contrairement au conseil d'Althusser, d'ailleurs, qui disait « Surtout, c'est trop compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais lu, commencez par le livre 3. » Le livre 1 est génial. Alors, j'étais très content hier, parce que je n'avais pas vu encore le spectacle de Creusot et compagnie, de retrouver tout l'exposé sur la survaleur dans le spectacle, et je me suis rendu compte que je le savais toujours par cœur. Je le sais par cœur. Mais je trouvais que ce qui m'avait frappé, c'est que
dans le Capital, à un moment, cessant un exposé philosophico-mathématique, Marx se met à la place du capitaliste, qui se gourre complètement sur la façon dont il fait de la survaleur, de la plus-value, selon l'ancienne traduction. C'est-à-dire qu'il pense que, une fois tous les frais calculés, c'est-à-dire les matières premières plus le travail de l'ouvrier, il suffit d'ajouter 10% de bénéfices et on a la survaleur. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a du travail qui n'est pas payé. Ce qui explique très bien aussi le spectacle de Creusevaux. Et je m'étais toujours dit, je voudrais faire ou une lecture ou un petit spectacle ou quelque chose sur la survaleur. Parce que ça nous révèle la situation dans laquelle nous sommes tous. Ça dit tout sur le monde d'aujourd'hui. Surtout après la victoire du capitalisme financier sur le capitalisme industriel en 1992, au moment de la chute du mur. C'est la victoire définitive. C'est le moment où les entreprises industrielles se sont mis à faire des bénéfices avec leurs finances, avec leur capital financier. Et ils se sont mis à la merci des financiers du monde. Ils sont devenus eux-mêmes des financiers pendant que les ouvriers devenaient eux-mêmes des produits obsolescents. D'où l'obsolescence de l'humanité. Bon. Alors, je voulais faire ça. Et puis, il est sorti c'était en 92, 93, un livre essentiel qui était Les spectres de Marx de Jacques Derrida. C'était un livre, c'est toujours un livre, où il compare notre rapport à Marx au rapport d'Hamlet avec son père. C'est-à-dire quelqu'un qui donne une injonction et qui vous laisse tout seul devant un mystère total, c'est comment réaliser cette injonction. Comment continuer? Bon. Et on est parti de là. En plus, la première page de l'introduction du livre de Derrida est un poème qui me faisait et qui me fait encore pleurer. Ça me fait pleurer. Je ne sais plus tout à fait par cœur, mais quelqu'un, vous ou moi, s'avance et dit « Il faudrait, non, il faudrait apprendre enfin. » Pourquoi apprendre? Pourquoi enfin? Et ça commence. Et il enroule ce truc, petit à petit. Et ça me transit, moi. C'est pas quelque chose... Je passe ma vie à apprendre, je fais du théâtre pour apprendre, je veux apprendre tous les jours, je suis maintenant sur la physique quantique. Moi, le littéraire absolu, j'ai découvert un vulgarisateur génial qui s'appelle Carlo Rovelli, qui est prof à Marseille, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Par-delà le visible, où il m'explique tout depuis Anaximandre de Millet, Démocrite, De Natura Rerum de Lucrèce, Galilée, Copernic, Kepler, etc., Einstein, et on arrive à la physique quantique, à laquelle je comprends que quick. Mais je commence à comprendre ce que c'est les quantas, comment le cerveau de l'humanité se réorganise, ou s'organise enfin. Je voudrais apprendre enfin. Voilà, j'en suis là. Ce n'est pas sans rapport avec mon travail sur En attendant Godot, d'ailleurs. Si enfin je m'intéresse à la théorie de la relativité générale, je vous embête, hein. Mais le présent, il y a le passé et le futur, et le présent est une couche épaisse, une couche indécise et multiple. C'est-à-dire que à Milan, ce n'est pas le même présent en ce moment qu'ici. Et il y a aussi une sorte d'épaisseur de la couche du présent. Et ce qui est très, très présent, je pense, dans l'intuition du monde qu'il y a dans le texte de Beckett. Alors, Karl Marx. Donc, La vieille envie, le livre de Derrida, et donc on a fait un spectacle qui se composait du début. Il y avait 4 Ophélie devant le rideau de fer, avec une photo de Karl Marx qui était scotchée sur le rideau de fer.
et une tombe, puisque Yorick, tout ça, l'Hamlet va voir son rôle. Elles étaient sur la tombe de Marx et elles se partageaient le texte, etc. Le rideau de fer se levait, il y avait 4 Hamlet qui se jouaient entre eux la première scène, enfin le début, avant l'arrivée du spectre. Puis venait le spectre, à l'arrivée Derrida, puis Shakespeare, puis un spectacle de cabaret de 3/4 d'heure sur la survaleur, très drôle et très explicatif. On voyait les gens rire et en même temps leur visage se défaire parce qu'ils se rendaient compte de la façon dont ils étaient niqués à longueur de journée par les fausses explications du monde des autres. Bon. Et puis il y avait après une série de textes de Chartreux qui étaient... Alors ça se passait près de la tombe de Marx au cimetière de Highgate à Londres, qui est une petite tombe, hein, enfin un petit monument. Nous, on avait fait un énorme socle de marbre rouge avec une statue de 20 mètres qui se perdait dans les cintres de Marx. Et vous savez que Marx donc, avait fait un enfant à la Bonne. Et donc la Bonne, qui était jouée par Christine Fersen, qui s'était échappée de la Comédie Française, était la gardienne avec des cartes postales. Elle vendait des trucs sur son mec et elle vivait avec son fils dessous le mausolée. Et le fils, c'était Éric Elmosnino. Fils de Marx, et défilait un certain nombre de moments où Marx aurait dû ou pu dire quelque chose dans l'histoire du XXe siècle et où la statue ne faisait que grommeler, tousser, se gratter, etc. En fait, il était toujours comme le spectre d'Hamlet en train de ne rien nous dire, de juste exister comme superpuissance sans rien nous dire. Et la réception publique de ce spectacle, ça a été... C'était formidable. Nous avons fait, dans la grande salle du théâtre de Nanterre, 900 places, 43 spectateurs payants de moyenne pendant un mois et quelques... Moi, quand j'avais choisi le titre Karl Marx Théâtre Inédit, je m'étais dit, on est un peu pute. On est un peu ramasse comme ça, les gens vont voir ça dans le métro, ils vont dire, ouais, Karl Marx, tout ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'était une catastrophe. C'est un spectacle, j'ai vu toutes les représentations parce que ça faisait un spectateur de plus dans la salle. Je me mettais un peu haut, comme ça ils se disaient « Oh tiens, il y a des spectateurs là-haut ». C'était Robert Hue qui était secrétaire du Parti communiste à ce moment-là. Alors il est venu avec un certain nombre de collaborateurs à lui. Et puis à la fin, il m'a dit « Ah, c'est chouette, hein, vraiment, ouais, c'est bien, hein. Je vous avoue, je suis venu en traînant les pieds. » Bon, c'était un signe. Et après, dans la même veine, mais ça c'était une fois passé Nanterre, nous avons fait un spectacle sur un texte non théâtral aussi, sur des lettres de communistes italiens, enfin d'ex-communistes italiens, ou plutôt de communistes de l'ex-parti communiste italien défunt, qui était Le silence des communistes, qu'on a fait à Avignon, puis en tournée un peu partout, qui était un spectacle assez formidable dans l'intelligence que ces gens développaient. C'est-à-dire qu'ils se posaient la question, on a fait autodestruction du Parti communiste italien, et il s'en est suivi un silence de cathédrale. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que c'est que ce silence? Et qu'est-ce qu'on aurait à dire, quelques années plus tard, à la fois sur ce silence et à la fois sur la situation nouvelle qui est en train de se développer aujourd'hui. Et c'était trois militants assez célèbres en Italie du PCI qui s'étaient échangés des lettres. Et alors, c'est possible de faire du théâtre avec, parce qu'une lettre comporte une adresse. On parle à quelqu'un. Et donc, il y avait 3 acteurs, une actrice et 2 acteurs, dont Charlie Nelson, qui joue Vladimir maintenant. C'était un très beau moment de notre vie. Enfin, on était très fiers de faire ça. J'ai une dernière question, dernier spectacle. C'est le Lagarce que tu montes 10 ans après, parce que ça permet aussi de poser la question d'abord de l'écriture, parce que là on a beaucoup parlé de spectacles qui n'étaient pas des matériaux théâtraux,
mais tu as eu une fréquentation très forte des classiques, je pense à Musset notamment. Donc peut-être à partir de Lagarce, déjà sur ton rapport à l'écriture dramatique contemporaine et aux œuvres dont tu es le contemporain et qui naissent, et puis aussi à cette notion de répertoire et de classique. Et on voit quand on regarde les plus de 70 mises en scène, 80, je ne sais même plus, que tu as pu faire, une alternance permanente entre des textes non théâtraux, des textes contemporains, mais qui arrivent. Bon, il y a Rezvani, mais Lagarce a été un moment important dans les années 2000, et puis des œuvres du répertoire. Oui, à un moment, c'était même un système. C'était une pièce du passé, une pièce du présent. Présent au sens large, physique quantique. C'est-à-dire soit des pièces qui datent d'il y a quelques années, soit des créations. Et j'arrive à respecter à peu près ce rythme-là. C'est très important, c'est-à-dire que moi, je trouve très important de dire à mes contemporains qu'ils sont des êtres historiques. Nous ne venons pas de la dernière pluie, nous ne sommes pas tombés de la dernière averse. Même si le temps s'accélère, même si le temps disparaît d'une certaine façon, on a du mal à le maîtriser dans nos têtes. Nous venons de quelque chose. Les Allemands viennent d'une autre chose. Les Italiens, les Anglais, les Américains, tout le monde vient d'une autre chose. Les Russes, mon Dieu, et donc plus généralement. Mais ce qui fait la France, la francité, comme disait Roland Barthes, c'est quelque chose qui peut prendre des formes diverses au fil des décennies, mais qui reste un moteur. Si vous relisez La guerre des Gaules de Jules César, vous vous apercevez que beaucoup de notre vie politique est déjà inscrite dans ce texte. Beaucoup des chamailleries, beaucoup des trucs centrifuges. Alors, il y a eu un moment avec De Gaulle où c'était trop centripète, et puis ça redevient trop centrifuge. Cette dialectique nécessaire entre le centre et la périphérie, entre le haut, le bas, etc., que chaque culture a sa façon de... Et alors, ce qui est formidable, c'est quand on rencontre l'autre culture. Si je monte des choses italiennes, si je monte des pièces anglaises ou allemandes, russes, je n'ai pas beaucoup fait, mais je suis heureux de la rencontre, de me confronter à d'autres façons de penser. Et puis, si je voyage, je regarde les gens. Déjà tout petit, on m'a dit que je regardais dans les soirées de famille avec amis où le gosse se fait chier, où il se demande quand est-ce qu'on va rentrer, et tout ça. Je regardais, j'observais tous les gens que je ne connaissais pas, etc. Et là, dans une église en Russie, je vois comment se passe la confession. Hein, le prêtre met son étole sur la tête de la personne qui se confesse et met son oreille à sa bouche. C'est un truc de soumission, mais démentiel. Alors, le confessionnal, c'est une autre chose, mais tout ça me constitue un imaginaire vivant. Et je vois bien que, par exemple, tu parles de Lagarce, mais comment Lagarce, quelle trace il y a de Tchekhov là-dedans, quelle trace il y a de Marivaux là-dedans. Il y en a, parce qu'il parle de la France et des Français. Les deux pièces que j'ai montées, qui étaient peu des pièces jumelles et inversées, c'est-à-dire Les Prétendants, qui est une pièce avec 17 acteurs tout le temps sur le plateau, qui est en fait un conseil d'administration de scène nationale au moment du changement de directeur, avec les gens du ministère, les représentants du public, le jeune nouveau directeur, le vieux directeur qui n'en peut plus, etc. Et c'était les tensions d'une ville française avec l'adjointe à la culture qui est d'une vulgarité monstrueuse et d'un punch écrasant. Et puis l'autre pièce, c'était Les Derniers Remords avant l'oubli. Mais en fait, dans Les Prétendants, la vie publique, c'est une pièce de vie publique. La vie privée des gens vient faire exploser la réunion aussi. Et dans Derniers Remords avant l'oubli, c'est une pièce de vie privée dans laquelle l'histoire vient casser un certain nombre de choses. C'est-à-dire, c'est l'histoire de deux garçons et d'une fille
qui se sont mis dans une maison à la campagne en 68, qui ont fait ce qu'il fallait faire quand on est des jeunes gens et qu'on est seul dans une maison à la campagne en 68, et qui se sont séparés. Et puis, il y en a un qui vit toujours là, qui est prof dans un collège, triste comme la mort, et les deux autres reviennent pour négocier la vente de la maison et le partage des sous. Bon. Ça fait... C'est des tableaux de notre francité aussi. Et que Lagarce, qui a fait beaucoup de tournées, beaucoup de voyages dans la France, beaucoup observé sa Franche-Comté, maintenant vous êtes franc-comtois, c'était une rencontre aussi, mais c'était 10 ans après sa mort. J'étais moi un peu froissé. Je le connaissais très peu. D'ailleurs, il m'avait écrit, quand on a eu le projet de faire un spectacle sur la peste, j'ai reçu une lettre de Lagarce me disant je prépare un spectacle sur la peste, qu'il a fait. Est-ce que vous pourriez m'accueillir à Strasbourg? Je lui ai répondu, hélas, malheureusement, je suis désolé, mais nous aussi, on fait un spectacle sur la peste. On a eu l'idée en même temps. Mais j'étais désolé un peu quand il est mort, qu'il soit tout d'un coup sanctifié de partout parce qu'il avait eu une mort dramatique du sida, et qu'il avait écrit dessus, qu'il avait vécu ça de façon littéraire, enfin c'est comme un poète. Hein. Et tout d'un coup, cet homme qu'on avait ignoré pendant 10-15 ans devenait une sorte de focalisation pas forcément à mauvais escient, mais quand même, je me disais, c'est quand même bête. Et puis il y a eu des belles mises en scène hein, du pays lointain, de ces très belles pièces de la fin. Et moi, j'attendais, et puis là aussi, c'est le hasard d'une conversation avec une actrice qui m'a dit, tu devrais, c'est vraiment, c'est pour toi, Les Prétendants, je sais pas, tu connais pas. Et ça fait partie des rencontres, vous savez, moi j'ai un peu de mal, comme tout le monde, hein, à lire des pièces de théâtre. Des fois, je m'y reprends à 2-3 fois. Puis il y a quelques pièces dans ma vie que j'ai lues d'un seul coup, en comprenant tout. Les Prétendants, c'est le cas. Et alors après, je dis, je vais monter Les Prétendants. Quoi? Mais moi, j'y comprends rien. J'ai essayé 3 fois de le lire. Il a fallu convaincre beaucoup. Parce que les gens ne comprenaient pas. Les 17 personnages qui sont ensemble sur la scène, ils ont une réplique toutes les 17 répliques. Alors ça devient très vite aussi compliqué que les 100 premières pages d'un Dostoïevski. On est obligé de se dire, mais comme il s'appelle, Akaki Mikhailovitch, qui sait déjà voilà, content. Lagarce, content, vraiment. Et en plus, d'en monter 2 de suite, c'est très possible. Moi, j'ai très envie de monter Le Pays Lointain, par exemple, maintenant. Je sais qu'il va y en avoir un. Il y a un projet dans 2 ans, avec une distribution formidable. Donc, je vais laisser passer ce train-là avant de le faire. Parce que comme je me suis dit que j'allais monter Roméo et Juliette quand j'aurai 92 ans. Une pièce sur la jeunesse. On verra bien. Ça m'arrêtera peut-être avant. Je suis un acteur qui est devenu autre chose. Je suis un acteur qui est devenu metteur en scène, un peu dramaturge aussi, directeur de théâtre, directeur de compagnie, ou co-directeur de compagnie, directeur de théâtre, de plus en plus grand. Mais je suis toujours un acteur. Je m'amuse, je joue comme un enfant. J'ai pas l'air, mais j'ai 12 ans d'âge mental sur un certain nombre de zones de la vie. Et j'ai un amour du jeu, de l'imitation, de faire des imitations des gens. J'étais un imitateur au départ, dans les classes, au fond de la classe. Puis l'occasion a fait que j'étais au théâtre. Au début, j'étais un adolescent, bien mauvais acteur, sûrement, vraiment. Mais j'ai fait des progrès. Et même là, même depuis 2-3 ans, j'ai fait des progrès. Je fais des progrès tout le temps. Bon. Et l'acteur,
ce qui est au centre, ce à quoi je m'identifie complètement quand je répète, quand je travaille. Je m'identifie à l'auteur, j'essaye de capter qu'est-ce que c'est son énergie. Alors quand c'est un auteur du passé, qu'est-ce qui subsiste de cette énergie? Comment je peux transformer des choses pour que cette énergie nous parle en direct, au présent? Bon. Et puis, j'ai, dès le départ, avec Patrice au lycée, on a inventé un style de jeu tous les deux. Il me regardait, j'essayais des trucs, à partir de la biomécanique de Meyerhold, à partir des burlesques américains, à partir des expressionnistes allemands. On a créé un style de jeu. On a créé un style de maquillage dans le théâtre français qui n'existait pas avant. Des choses comme ça. Et ça continue. Alors, ça s'harmonise par moments. Et puis, quand ça s'harmonise trop, je détruis ça, je recommence autrement, et je regarde les acteurs. Je vais au théâtre, il y a beaucoup de metteurs en scène qui n'y vont pas, parce qu'ils sont jaloux des autres, ou je ne sais pas quoi, ou bon, ils sont trop ou pas assez narcissiques eux-mêmes. Mais je vais au théâtre essentiellement pour voir les acteurs. Bon, il y a des spectacles que je vais voir pour la raison globale, que c'est une chose qui m'appelle et où je sais que je vais apprendre quelque chose sur le monde, sur la politique, sur l'esthétique, sur la vie, sur le jeu d'acteurs. Je regarde les acteurs français, je les corrige. Je regarde les acteurs allemands. J'invite les acteurs français à réfléchir souvent comme des acteurs allemands, sans leur faire le discours d'une demi-heure pour dire l'acteur allemand il joue comme ci parce que et tu dois faire comme ça. J'adapte mes explications comme ça de la raison de jouer chaque phrase l'une après l'autre, avec l'articulation de chaque phrase l'une après l'autre, ou de chaque partie de phrase l'une après l'autre, de pouvoir les penser parler au présent. Alors quand c'est Don Juan, c'est un certain type de travail. Quand c'est Godot, c'est un autre type de travail, parce que ce n'est pas le même poète du tout, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas la même nervosité, ce n'est pas la même traversée du monde. Et donc j'ai dans la tête, et un peu maintenant dans mon ordinateur depuis que j'en ai un monde d'acteurs potentiels. Et quand tout d'un coup on décide avec Chartres de monter une telle ou telle pièce, alors ce monde d'acteurs se met à bouillonner, et je fais des couples, des familles, je fais plusieurs distributions, par exemple, avant de contacter les acteurs. Mais tout ça, je le fais dans notre secret au départ, c'est-à-dire qu'en fait, quand on apprend publiquement que je vais monter telle chose, c'est que la distribution est faite. Et que je commence à faire la scénographie avec Chambas. Voilà. Et c'est très important. Vous voyez, bon, l'assemblage des 5 d'ailleurs, sur Godot, est une chose déterminante, enfin même plus que déterminante. Le rapport Zamani-Nelson, c'est une chose unique. Si je l'avais fait avec d'autres acteurs, ce serait un autre spectacle, complètement un autre spectacle. Parce que nous travaillons ensemble, à la table d'abord, puis sur nos pieds, à jouer la pièce et à la respecter et à la promouvoir. Mais en même temps, je suis avide de la particularité de chacun. C'est-à-dire, Abbesse y joue Estragon d'une certaine façon, que Jean-Damien Marbin, par exemple, le jouerait autrement, que tel ou tel autre acteur jouerait autrement. La même chose. De même, je suis dans chaque ville le premier jour pour faire le montage, parce qu'il faut toujours changer quelque chose dans le décor pour que ce soit la même chose. C'est vivant, un spectacle. C'est pas un truc qu'on trimballe. Alors, il y a beaucoup de gens qui trimballent le truc, ils font le montage, ils jouent, ils s'en vont. Bon. Mais pas nous. Voilà. Ça, c'est... En fait, si vous me demandez vraiment le cœur de la raison, c'est l'amour. C'est un mot un peu galvaudé, mais j'aime le théâtre, j'aime tout le monde, sauf ceux que je déteste. Mais c'est aussi de l'amour, d'une certaine façon, de détester quelqu'un, parce que comme ça, vous avez le devoir d'être différent de ce que vous détestez en lui. Voilà. Donc vous vous aimez. Voilà, mes chers amis. Moi, j'ai envie de boire un coup.
Bon. C'était, voilà. Bon.